Bonjour Nadjim, merci Bonjour. de nous recevoir. Donc, je vous présente Nadjim Semar, responsable de l'équipe laser au sein du Grémy. Il va nous présenter avec son équipe les lasers en lumière. Bienvenue au Grémy, qui est le groupe de recherche sur l'énergétique des milieux ionisés, laboratoire spécialisé dans l'étude des plasmas et des lasers en interaction avec la matière. Alors, bien que le principe théorique du laser est connu depuis le début du XXe siècle, donc notamment grâce aux travaux d'Einstein, il a fallu attendre 50 années après, c'est-à-dire vers le début des années 1960-1965, pour pouvoir construire les premiers outils laser et voir par la suite se développer les applications des lasers dans un très large domaine de la vie quotidienne. Le laser est en fait un acronyme anglais qui veut dire en français amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement. Alors vous allez voir par la suite avec ma collègue Tita les principes fondamentaux de fonctionnement des lasers avec un tout petit peu de théorie. Le rayon laser que vous connaissez tous, celui qui est issu du code barre que vous voyez aux caisses du supermarché, celui qui sert à lire vos compacts disques ou bien celui qui sert à découper dans l'industrie des pièces pour la mécanique automobile ou bien pour la chirurgie. Le faisceau laser donc, est constitué uniquement de lumière. Et cette lumière a la particularité d'être pure, c'est-à-dire d'être d'une seule couleur. Le faisceau laser est produit grâce à l'interaction de la matière avec de la lumière. L'interaction en question s'appelle l'émission stimulée. Pour mieux l'appréhender, nous allons faire un petit peu de physique quantique où je vais vous expliquer tout d'abord ce qu'est la matière, puis ce qu'est la lumière. La matière est composée d'atomes qui sont en quelque sorte les briques élémentaires de la matière. On en dénombre 118 différents. Ils sont répertoriés dans la table de Mendeleïev. L'hydrogène est le plus léger que vous connaissez, puis il y a aussi le fer, le xénon, l'uranium et tout un tas d'autres que je ne vais pas nommer ici. Chaque atome est constitué d'un noyau. Le noyau comprend les protons, des neutrons qui sont lourds, autour duquel gravitent des électrons. Les électrons sont liés aux protons par une force électrique qui assure la cohésion de l'atome. Les atomes se différencient les uns des autres par le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui les constituent. Ainsi, l'hydrogène, l'atome le plus simple, est simplement un proton autour duquel gravite un électron. De la composition d'un atome dépendent toutes ses propriétés, par exemple métallique, inerte ou réactif. Et ce sont principalement les électrons à ce stade qui jouent un rôle déterminant, en particulier dans l'effet laser. Il faut savoir que chaque atome est constitué d'un noyau lourd autour duquel gravitent les électrons. Ici, les électrons gravitent dans un état très très proche du noyau, c'est l'état fondamental. C'est un état stable dans lequel l'atome peut rester indéfiniment. Il existe des états dits états excités pour lesquels le nuage électronique est plus éloigné du noyau. Ces états ici sont plus énergiques que l'état fondamental. Il faut savoir que ces états d'énergie ne peuvent être n'importe comment et que seuls certains états sont permis. Le passage ici d'un état fondamental à excité ou l'inverse ne peut se faire que grâce à un quantum d'énergie. Pour comprendre ce que c'est qu'un laser, on a maintenant besoin de s'intéresser à ce qu'est la lumière. La lumière est constituée de photons, c'est une onde électromagnétique. Onde électromagnétique qui est caractérisée par sa longueur d'onde, notée ici par la lettre grecque lambda. Chaque photon possède une énergie. Cette énergie est reliée à la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie du photon est grande. La liaison entre l'énergie d'un photon et sa longueur d'onde se fait par h, constante de Planck, et c, vitesse de la lumière. Maintenant, finalement, le principe du laser, c'est l'interaction de la lumière avec la matière. Cette interaction peut être soit de l'émission de photons, c'est-à-dire qu'un atome dans un état excité va repasser dans son état fondamental en émettant un photon, et la particularité c'est que l'énergie du photon est exactement l'énergie entre cet état excité et cet état fondamental. Le processus réciproque est bien sûr possible, il s'agit de l'absorption, un photon incident sur un atome dans l'état fondamental avec exactement l'écart en énergie qu'il faut, peut porter cet atome dans son état excité. Maintenant, l'effet qui est vraiment à la base de l'effet laser, c'est l'émission stimulée de rayonnement. Cette émission se produit lorsqu'un photon ayant exactement l'écart d'énergie entre les deux niveaux est incident sur un atome cette fois-ci excité et non plus fondamental,
Lorsque ce photon est incident sur l'atome excité, il y a désexcitation de l'atome qui repasse à son état fondamental et émission d'un second photon qui emmène l'énergie. Et ces deux photons sont absolument identiques, jumeaux et indiscernables. Et c'est cet effet, cette propriété qui est remarquable et qui constitue la base de l'émission laser. Cette théorie étant mise en place, nous allons maintenant voir en pratique ce qu'il faut pour fabriquer un laser. Un laser est constitué de 3 éléments essentiels, qui sont le milieu actif, le système de pompage et la cavité. Tout d'abord, le milieu actif. Le milieu actif est le milieu qui contient les ions, les atomes ou les molécules qui vont donner lieu à l'effet laser. Ces ions, atomes ou molécules sont contenus soit dans une enceinte scellée s'il s'agit d'un gaz, soit emprisonnés dans un barreau solide lorsqu'il s'agit d'un ion réactif. Ce milieu actif, ici, ne donne lieu à aucun effet laser lorsqu'il est naturellement sans apport d'énergie. Ensuite, nous devons apporter de l'énergie, c'est le pompage. Cette énergie se fait soit grâce à de la lumière, soit électriquement. Ici, nous allons voir un pompage électrique. Le pompage sert à apporter de l'énergie au milieu amplificateur et à provoquer de l'absorption, absorption-excitation, qui fait que finalement, on a plus d'atomes et d'ions dans l'état excité que dans l'état fondamental. Ça s'appelle l'inversion de population et ce n'est possible que pour certains atomes et ions de la table périodique des éléments. Mais à ce stade, nous voyons ici que nous n'avons toujours pas d'effet laser. Ce milieu actif qui a une population inversée, c'est-à-dire qui contient plus d'atomes ou d'ions dans l'état excité que dans l'état fondamental, est placé dans une cavité. Une cavité, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de 2 ou plusieurs miroirs, mais dans le cas général de 2 miroirs, dont l'un est totalement réfléchissant, que l'on place ici derrière la cavité. Aucun photon ne peut sortir de ce miroir. Et l'autre miroir, dans la face de sortie du laser, n'est pas totalement réfléchissant. Une toute petite partie de la lumière peut passer à travers. Dans le milieu actif, les atomes dans l'état excité commencent à émettre de la lumière et puis il arrive qu'un photon soit émis dans la direction de la cavité. Ce photon est incident ici sur cet atome excité et cela donne lieu à l'émission d'un second photon jumeau. Ces 2 photons jumeaux voyagent jusque sur le miroir réfléchissant, reviennent dans la cavité, sont de nouveau incidents sur les atomes excités et donnent lieu à tout un tas de photons et tous les mêmes. Lorsque ces photons arrivent ici sur le miroir qui n'est pas tout à fait réfléchissant, une petite partie de ces photons traverse le miroir et donne lieu à l'effet laser, alors que les autres continuent dans la cavité. C'est le principe du fonctionnement de ce laser, qui est un laser qui fonctionne en mode continu. Voici ici l'illustration de ce que je viens de vous dire. Vous avez établissement ici d'un grand nombre d'allers-retours avec des photons, tous jumeaux, dont une petite partie sort ici. Il existe une autre manière de faire fonctionner un laser. En effet, celui-ci fonctionne à la manière d'un long fleuve tranquille. Les photons s'écoulent tranquillement tant que l'alimentation est allumée et que la cavité est alignée. Ça, c'est très important. Une autre manière de faire serait de contenir tous ces photons à l'intérieur de la cavité, ici, d'empêcher le laser de fonctionner et d'un seul coup de les ouvrir comme les grandes portes d'un barrage. À ce moment-là, tous les photons sortiraient d'un coup. C'est ce qui est utilisé dans le fonctionnement de ces lasers de puissance qui sont des lasers à néodyme-YAG. Les 2 miroirs doivent se faire face parfaitement et les 2 faces ici doivent être parfaitement parallèles l'une en face de l'autre. Ici, le laser est en fonctionnement. On en voit l'impact sur ce papier. Lorsque l'on désaligne un tout petit peu, je tourne par cette vis un tout petit peu le miroir, hop, le laser n'existe plus. Vous venez de voir avec ma collègue Tita le principe fondamental pour produire des photons laser. Donc ces photons vont irradier la matière et pour comprendre le phénomène d'absorption de ces photons par la matière, il est important de définir la notion de couleur qui est associée donc à l'énergie de ces photons. Donc quand on va parler de notion de lumière, on va devoir parler aussi de la notion de couleur. À savoir, c'est quoi une couleur?
Donc une couleur, en fait, c'est une teinte associée à une clarté. Donc la teinte, une teinte pure, ça va définir une couleur pure, telle que par exemple le rouge, le bleu, le vert. Mais on va pouvoir aussi associer une clarté dans le sens où on peut avoir du rouge foncé, du rouge clair, selon qu'on assombrit ou on éclaircit cette couleur. Quand on va parler de notion de couleur, bien évidemment, tout le monde va pouvoir nommer quelques exemples de couleurs et on les représente généralement sous la forme d'un cercle chromatique. Parmi toutes ces couleurs, on va représenter et définir 3 couleurs dites primaires qui sont le bleu, le rouge et le jaune. À partir de ces 3 couleurs primaires, on va pouvoir aussi définir ce qu'on appelle des couleurs secondaires qui sont un mélange de 2 couleurs primaires. Donc par exemple, si on va prendre du bleu et du rouge, on va ainsi créer une couleur secondaire, le violet. À partir de cet ensemble de couleurs primaires, secondaires, on peut faire aussi des couleurs tertiaires par un mélange de couleurs secondaires et primaires. On va pouvoir comme ça définir tout un ensemble de couleurs. Et les couleurs complémentaires, on peut les définir toujours à partir de ce cercle chromatique en regardant en fait à chaque fois la couleur qui va être opposée à une autre sur ce cercle. Donc ainsi, la couleur complémentaire du bleu sera le rouge. À partir de cet ensemble de couleurs, couleurs primaires, couleurs secondaires et couleurs complémentaires, on va pouvoir introduire également la notion de lumière. Bien évidemment, la façon dont on perçoit la couleur d'un objet, elle va dépendre de cette lumière. Mais comment est définie cette lumière? Eh bien, on a pris la première expérience avec Isaac Newton au cours du XVIIe siècle qui a pu faire comme ça, à l'aide d'un système dispersif qu'on appelle un prisme. Et il a pu montrer ainsi que la lumière blanche, en fait, on peut la décomposer dans tout un ensemble de teintes, de couleurs différentes. Ça veut dire qu'en fait, la lumière blanche, ça va être un mélange de toutes ces couleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de ce résultat, on a pu montrer qu'il existe une infinité de couleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas des couleurs qui sont séparées, c'est une couleur qui vont se décomposer comme ça de façon continue. C'est ce qu'on va appeler le spectre de la lumière blanche. Les études complémentaires, au cours des siècles, ont amené au final à une définition de cette lumière sous la forme d'une énergie. Ainsi, on a la relation de Planck qui va vous dire qu'à chaque énergie va lui correspondre une couleur qu'on va définir par une longueur d'onde. Ainsi, chaque couleur aura une longueur d'onde qui lui est propre. En fait, la couleur d'un objet, elle va dépendre de différents paramètres. Et en premier lieu, ça va être la lumière qui va éclairer cet objet. Et comment fonctionne la lumière et l'interaction avec cet objet? C'est ce qu'on appelle les interactions lumière-matière. Donc très simplement, la lumière, une fois qu'elle va rencontrer un objet, cet objet-là va interagir avec cette lumière selon différents phénomènes physiques. Le premier, ce sera le phénomène d'absorption. Ça veut dire qu'une partie de cette lumière ou la totalité de cette lumière sera absorbée complètement par l'objet. L'autre phénomène, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Donc là, ça veut dire qu'à partir du moment où la lumière va frapper cet objet, elle va être réfléchie dans une autre direction sans être absorbée. La dernière possibilité, donc ce dernier phénomène, ça va être ce qu'on appelle la transmission. Ça veut dire que là, la lumière va passer directement au travers de l'objet sans échange d'énergie, un petit peu comme à la manière du verre où lui va laisser passer la lumière du soleil. Donc la couleur d'un objet, finalement, ça va être issu justement de ces interactions lumière-matière. Donc la couleur d'un objet, qu'on va apercevoir à l'aide de nos yeux, ça va être uniquement dépendant des phénomènes de transmission et de réflexion. Ça veut dire que nous, on ne va pas percevoir ce phénomène d'absorption. Donc pour illustrer ce propos, on va faire une petite expérience où on va tester en fonction de l'éclairement de différentes sources lumineuses, quelle va être la couleur d'un citron. Donc ici, on voit très bien, on a fait un éclairement avec une lumière blanche, donc on peut voir les différentes couleurs. Donc, bien évidemment, on va avoir un citron qui est de couleur jaune. On va avoir les différentes couleurs du cercle chromatique, plus les couleurs du drapeau français. Et là, on va faire une petite expérience à l'aide d'une lampe où on peut changer la couleur de l'éclairement pour montrer qu'en fonction de la couleur de la lampe, on va affecter la couleur des objets. Donc on voit bien au regard de cette lumière rouge que le citron nous paraît presque invisible puisqu'il est confondu avec le fond rouge. De la même manière, les couleurs qui tendent vers le rouge semblent invisibles également, ne semblent pas perçues au regard de cette lumière rouge. A l'inverse, les couleurs qui étaient au départ vers le bleu et le vert nous paraissent noires. Maintenant, on passe avec une lumière verte. Donc là, en regardant, on voit très bien que le citron, du coup, devient de couleur verte. Et si on regarde le cercle chromatique, on voit que toutes les couleurs qui sont différentes du vert apparaissent noires. Sur le drapeau français, on voit bien que les couleurs
bleu et rouge de départ apparaissent maintenant noirs. En éclairant avec une lumière bleue, vous voyez bien que le citron nous apparaît noir. De la même manière, si on regarde au niveau du cercle chromatique, on perçoit toujours le bleu, mais toutes les autres couleurs vont tendre vers le noir. Au niveau du drapeau, on voit que le drapeau français, la partie bleue reste bleue. Par contre, la partie qui est à l'origine rouge vire au noir. Maxime vient de nous montrer de belles expériences avec les couleurs. On peut maintenant associer la notion de couleur avec la longueur d'onde laser et on va passer avec notre collègue Stéphane pour illustrer ce phénomène d'absorption. La manipulation que l'on va vous présenter ici, la petite expérience, c'est une expérience qui essaye d'illustrer le phénomène d'absorption d'un faisceau laser par de la matière. En l'occurrence, on va travailler ici avec des ballons de couleurs différentes, sur lesquels on va faire interagir un faisceau laser bleu, un laser qui est généré par un laser argon, un dispositif laser argon que vous voyez ici, avec un fort refroidissement, une ventilation qui permet d'évacuer la chaleur qui est générée au moment de la fabrication du faisceau dans la cavité, autour de la cavité. Donc le faisceau laser traverse l'espace ici. Vous pouvez le voir en mettant des petites particules sur le trajet. On voit le faisceau qui se propage, parfaitement linéaire, très faiblement divergent et d'une seule couleur. Donc on pose le ballon bleu, donc qui est bleu puisqu'il est couvert d'un colorant qui va absorber toutes les couleurs de la lumière ambiante, sauf le bleu qui est rediffusé. Donc toutes les couleurs sont absorbées sauf le bleu. Et on pose ce ballon bleu devant le faisceau laser qui était lui-même bleu. Donc la lumière du faisceau laser n'est pas du tout absorbée et le ballon, rien ne se passe. Le faisceau traverse le ballon avec les deux points d'impact que vous voyez ici. Donc maintenant nous allons prendre un ballon rouge. Pourquoi ce ballon est rouge? Parce que vous avez toute la lumière blanche qui est autour est absorbée, sauf le rayonnement rouge qui est rediffusé. Donc en l'occurrence, le rayonnement bleu du laser va être absorbé par le ballon. Et si je mets le ballon devant le laser, il explose. Le laser l'a percé et l'a fait exploser. Une des questions qui pourrait se poser, c'est comment, quand on met deux matériaux comme ça l'un derrière l'autre, un ballon rouge dans le ballon transparent, comment faire pour travailler ou pour faire exploser le ballon rouge? Et bien, selon le même principe, le ballon transparent va laisser passer le rayonnement et le ballon rouge va absorber normalement le faisceau bleu. Et donc, sans attaquer le ballon transparent, on arrive à travailler, à faire exploser le ballon rouge. Donc ce type d'application, c'est des applications qu'on trouve en médecine, par exemple, où on va adapter la couleur du rayonnement laser pour traiter une thérapie, une maladie particulière. Donc une question qui se pose, c'est comment pourrait-on faire exploser le ballon bleu avec ce même type de laser? Donc l'idée, c'est de couvrir ou d'injecter sur ce ballon quelque chose qui va absorber le rayonnement, puisqu'on a vu que le bleu n'était pas absorbé. Donc par exemple du noir qui absorbe toutes les longueurs d'onde. Donc je fais une tache noire sur le ballon que je vais exposer au faisceau et le ballon explose immédiatement. Ces effets d'absorption de la lumière laser qui est très focalisée par un matériau sont strictement équivalents à ce qui vous a été présenté par Tita dans la cavité laser pour fabriquer le rayonnement laser, sauf qu'ici on travaille sur des bandes d'énergie qui sont au sein de la matière. Quand ce photon d'énergie donnée génère une transition dans une bande, l'énergie est absorbée et réémise, soit sous forme de lumière, soit, comme c'est le cas ici, sous forme des chaleurs qui est transférée dans le réseau et qui va modifier la surface, modifier la structure du réseau. Donc les applications de ces phénomènes d'absorption des lasers par la matière sont nombreuses, notamment dans le domaine médical, qui est peut-être le plus connu, dans lequel vous allez faire interagir le laser de longueur d'onde de couleur définie avec une particule ou une molécule particulière. Ça peut être par exemple choisir la couleur du laser pour qu'elle vienne détruire uniquement l'encre d'un tatouage sans abîmer l'épiderme. Ça peut être aussi injecter dans une cellule un colorant et envoyer la lumière du laser sur ce colorant pour détruire le colorant, donc la cellule. Toutes ces applications-là se retrouvent à d'autres niveaux, au niveau des traitements de surface, pour fonctionnaliser les surfaces, ablater les surfaces, faire du soudage, faire de la découpe, etc. Une des applications importantes de ces phénomènes d'absorption, c'est tout ce qui est sécurité laser. Vous avez vu au départ avec les grains de craie que un faisceau laser est complètement invisible. On ne le voit pas dans la pièce, sauf s'il diffuse de la lumière d'une façon ou d'une autre. Et donc quand on se promène dans un laboratoire où il y a des lasers, on peut très bien couper un faisceau, ce qui est dangereux, notamment si on prend ce faisceau dans l'œil, dû à une réflexion par exemple. Et donc pour ça, normalement, on doit
travailler avec des lunettes de protection qui sont spécifiques. Donc vous avez ici des exemples de lunettes qui sont spécifiques à un type de laser donné et qui vont couper le rayonnement, le faisceau laser, de façon à ce qu'il n'arrive pas sur votre œil. Par exemple, ici vous avez un pointeur violet, bleu-violet, qui, si vous le faites passer à travers cette première lunette, est complètement atténué. Donc l'œil sera protégé si le faisceau passe à travers cette lunette. Alors que si on utilise les deux autres lunettes qui sont présentées ici, vous voyez que le faisceau traverse complètement. Si maintenant je prends le pointeur laser rouge, donc à travers cette lunette marron, il n'y a aucune protection, tandis que si je me rapproche de la dernière lunette, vous avez une atténuation du faisceau de plus en plus importante. Ici, vous avez une atténuation importante et donc ce type de lunette est adapté à ce type de pointeur laser. Maintenant qu'on a avancé un peu sur la compréhension du phénomène d'absorption des photons laser, on va voir comment ces outils laser peuvent être utilisés, plus particulièrement dans les travaux de recherche menés dans le laboratoire Gremy. Un premier exemple du métier d'un chercheur, ingénieur de recherche au laboratoire Gremy, mon collègue Hervé va utiliser l'outil laser comme outil de diagnostic au sein d'un milieu gazeux. Ici, on va s'intéresser à la qualité du laser, c'est-à-dire qu'un faisceau laser a une cohérence spatiale et temporelle excellente et parfaite. C'est un peu comme si vous aviez une vague pour le surf idéale et qui se répétait de façon régulière, une sinusoïde parfaite qui se répète au cours du temps. Donc au niveau de ce banc interférométrique, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va partir d'un laser hélium-néon qui lase à 632,8 nanomètres. On va mettre en forme le faisceau. Donc sur l'écran, vous avez les deux tâches correspondant aux deux parcours réalisés par le laser. Vous voyez bien qu'on a deux tâches uniformes. Par contre, si on superpose les deux tâches, c'est-à-dire que les deux vont avoir un parcours quasi équivalent, mais quasi, tout réside dans le quasi, on va se retrouver avec ce qu'on appelle des franges d'interférence. Là, on fait rencontrer deux ondes équivalentes, même amplitude, même forme, même fréquence, à un même endroit, sauf qu'on les décale légèrement. Ce léger décalage amène des zones brillantes lors d'une addition et sombres lors d'une soustraction. Ainsi, les franges apparaissent. Ces franges sont donc obtenues à partir de deux faisceaux passant tous les deux dans l'air. Qu'est-ce qui se passe si l'un des deux faisceaux passe dans un milieu différent? Je vais donc allumer une bougie placée sur un seul des deux trajets. On voit que les franges, je fais passer la bougie, on voit que les franges sont déformées. Et à partir de cette déformation, entre l'image initiale et l'image déformée, on peut obtenir des informations sur le milieu d'étude. Là, une bougie, mais ça pourrait très bien être autre chose, au niveau densité, espèces présentes et température, sans perturber le milieu. Donc je viens de vous montrer un dispositif d'interférométrie où on allait sonder la matière et l'état de la matière à partir d'un faisceau laser. Ici, je vais vous présenter un autre type de dispositif où pareil, on va utiliser les propriétés du laser, mais cette fois-ci un laser beaucoup plus fin pour aller chercher des informations au niveau de l'état d'un atome bien particulier dans un plasma spécifique. Donc ici, sur ce dispositif, le milieu qu'on va étudier, c'est un plasma réalisé dans cette cellule, un plasma de xénon. Et en fait, on va utiliser un laser pour aller mesurer, étudier le xénon présent dans ce plasma et un état bien spécifique du xénon. Donc pour ce faire, on va utiliser cette fois-ci une diode laser dont on va former le faisceau pour qu'il soit le plus pur possible. Ce faisceau, justement, pour contrôler sa pureté, nous allons avoir un capteur ici qui utilise les propriétés d'interférométrie qu'on a vu précédemment. Une lame séparatrice donc, qui laisse prolonger le faisceau ici. Un miroir, un autre miroir, un troisième miroir qui renvoie le faisceau dans la cavité où se trouve le plasma. Un dernier miroir pour renvoyer au niveau de notre capteur. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de notre capteur? On voit un fond continu. Il faut imaginer qu'en fait, on est à l'inverse, correspondant à notre faisceau laser. Et les pics que vous voyez apparaître correspondent aux pics d'absorption correspondant à l'état du xénon ciblé. Au niveau de ces pics, quelles sont les informations qu'on va aller chercher? On va aller chercher l'amplitude, l'aire totale du pic et la forme. Ces informations vont nous permettre d'aller chercher des données du type densité de xénon présent dans cet état, température et éventuellement vitesse de déplacement de ces atomes dans le plasma. Et au niveau applicatif,
En quoi cela peut être intéressant? Cela peut être intéressant par exemple au niveau des moteurs ioniques que l'on utilise pour les déplacements des satellites, ou le gaz utilisé pour le repositionnement des satellites est du gaz xénon, et donc pour optimiser ces systèmes, on a besoin d'informations aussi précises. Maintenant, on va voir une autre famille de lasers qu'on appelle laser de puissance. Alors, il fonctionne en mode pulsé, comme vous l'a expliqué précédemment Tita. Donc, ces lasers pulsés et de puissance vont traiter les surfaces de façon beaucoup plus énergétique. Ils sont plus sophistiqués, plus volumineux, nécessitent d'être placés dans un endroit particulièrement dédié, notamment pour des raisons de sécurité. On a plusieurs lasers de puissance, des lasers pulsés eximères et des lasers pulsés solides. Ici, c'est un laser NdYAG picoseconde. Il est dans une boîte confinée. C'est des éléments fragiles et à l'abri de la poussière. L'ensemble de ces composants optiques permet de générer le faisceau laser, un faisceau laser de puissance et impulsionnel. Le cœur du laser, pour ce laser solide, c'est un barreau NdYAG. Il se trouve dans cette partie-là. Le faisceau est mis en forme, amplifié et dirigé vers la sortie. Je vais allumer le laser picoseconde, on va entendre le bruit de l'impulsion, puis par la suite je vais vous montrer les réglages optiques que l'on peut réaliser. Ici le laser solide, picoseconde, ici le système de conversion de longueur d'onde, et là le banc optique avec le système de mise en forme du faisceau. Je vais positionner l'échantillon, le coller sur la platine et mettre les différents éléments optiques pour mettre en forme le faisceau. On va faire un réglage assez simple en positionnant sur le parcours un diaphragme qui va réduire la section du faisceau, puis une lentille d'une distance focale de 100 mm. Je vais faire varier la position de la lentille et on va distinguer une focalisation différente à la surface de l'échantillon. Je vais récupérer l'échantillon et on va l'observer avec des outils de microscopie. Quand on arrive dans cette salle, on a plusieurs types de lasers qui visent différentes applications. Donc là, on va vous montrer un laser à gaz. Ça rejoint ce qu'a expliqué Tita sur la première séquence. C'est un laser à gaz qui contient un mélange krypton-fluor et qui vise des applications de traitement de surface avec un faisceau qui va être plus homogène en énergie. On va vous montrer la géométrie du faisceau qu'on obtient en sortie laser. Donc, à partir de cette forme rectangulaire en sortie du laser, les photons vont traverser un dispositif optique d'homogénéisation de faisceau pour obtenir, donc, en sortie de ce dispositif, une forme carrée. Une fois le faisceau homogénéisé, on va déposer l'image de ce faisceau laser sur un substrat, donc une surface d'un métal qu'on va traiter pour des applications particulières. Déposer une image homogénéisée revient en fait à utiliser un système de lentilles, comme vous le voyez ici, et focaliser en fait les photons sur le substrat qu'on souhaite traiter. Le traitement de surface qu'on vient de voir par un faisceau homogénéisé vise en fait à donner des nouvelles fonctions au substrat qui vient d'être traité. Donc ces fonctions ont pour rôle d'améliorer les propriétés physico-chimiques, les propriétés mécaniques pour résister par exemple à un frottement. Il convient d'aller regarder maintenant au plus près ce qu'on a réalisé en surface et pour cela on doit aller vers la salle blanche. Alors pourquoi la salle blanche? Parce que les équipements spécifiques qu'on va utiliser pour regarder donc, ces surfaces-là sur des échelles micrométriques, voire nanométriques parfois, c'est le microscope électronique à balayage, c'est le microscope confocal et ces équipements nécessitent de rester dans un environnement propre et climatisé, c'est-à-dire régulé en température. Je vais essayer de vous montrer l'effet d'un traitement laser
sur une surface. Donc on part d'un matériau au départ non traité, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est du silicium mésoporeux qui a été fabriqué dans un autre laboratoire partenaire, le Grémont, situé à Tours. Et donc, comme vous pouvez le voir, les points noirs ici représentent en fait des porosités qui ont la taille de quelques 5 à 10 nanomètres. Juste à côté, vous avez une coupe transverse de ce matériau qui montre une organisation, une architecture à l'échelle microscopique qui est sous forme de sapin inversé. Alors, sur les images suivantes, comme vous pouvez le voir, on observe l'effet d'un traitement laser femtoseconde et picoseconde et donc différentes organisations de surface qui sont possibles à partir de nanoparticules, des ripples, c'est-à-dire des périodes bien organisées sur la surface. Et cette organisation dépend en effet de l'énergie laser, du nombre de tirs laser qu'on va déposer sur la surface. Et donc, comme précédemment, vous pouvez voir ici une coupe transverse et l'effet en profondeur sur la couche qu'a induit le traitement laser. À partir de ces structures organisées qu'on réalise par laser, on peut imaginer un certain nombre d'applications par biomimétisme, c'est-à-dire des choses qu'on va retrouver dans la nature. Donc vous avez un exemple ici de structure de pâte de gecko qui donne des propriétés comme l'hydrophobicité. Et nous, en travaillant sur les paramètres du laser, on est capable de s'approcher au mieux de ce type de structure. Donc un deuxième exemple que je vous présente ici est lié au traitement de surface qui permet d'obtenir une organisation encore plus fine de la matière en 2 dimensions, chose qu'on va retrouver également dans les yeux d'insectes comme les mouches, comme les abeilles, et cette propriété-là est reliée à un traitement anti-reflet. Les organisations en surface donc structurées, qu'on peut relier effectivement à des choses qu'on va trouver dans la nature par biomimétisme, on peut parfois tomber sur des résultats qui sont pour nous complètement nouveaux, comme les résultats que vous pouvez voir ici sur le silicium mésoporeux, donc des structures 3D qu'on va appeler pour nous donc silicium mésoporeux noir, puisqu'il va participer à augmenter le captage de la lumière dans le spectre du visible. Et au-delà de ces structures-là, on a effectivement plein d'organisations 3D pour lesquelles il va falloir qu'on réfléchisse sur des applications futures pour la micro et nanoélectronique, pour l'énergie du futur sur des échelles vraiment extrêmement réduites. Tous les travaux de recherche que vous venez de voir donc s'inscrivent dans un cadre par voie collaborative, c'est-à-dire on doit répondre à un besoin de la société sur telle ou autre application, on doit faire avancer des technologies clés pour répondre aussi à un besoin sociétal, mais se font également dans le cadre d'une recherche plus à long terme, donc une recherche fondamentale, dont les résultats vont se faire ressentir sur plusieurs années. Donc ces travaux ne peuvent pas être réalisés sans la participation de tous les personnels associés à la recherche, techniciens, ingénieurs, chercheurs, qui ont vraiment une réelle motivation et un réel goût pour ce travail.